messieurs, bonsoir à vous, ravi de vous retrouver, bienvenue à vous. Aujourd'hui, ce mercredi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion exceptionnelle du Haut Conseil de sécurité. Ce soir, une émission spéciale est consacrée à cette réunion dédiée à l'évaluation de la situation prévalente dans le pays suite aux derniers événements qui ont secoué le pays. Une réunion exceptionnelle durant laquelle plusieurs points ont été abordés. Des décisions de grande importance et historiques ont été prises par le chef de l'État, notamment l'éradication de 2 mouvements terroristes, à savoir le MAC ainsi que Rached, impliqué dans les incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays et qui ont engendré aussi la mort de plusieurs dizaines de civils et militaires, ainsi que leur implication dans le décès du jeune défunt Djamel Ben Smaïl. Entre autres également la reconsidération des relations avec le Maroc et le renforcement de la frontière, de la surveillance des frontières ouest du pays. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, d'accueillir Ahmed Trinissa. Bonjour. Bonsoir. Merci. Alors, enseignant de droit public à l'université Alger 1, merci d'être parmi nous ce soir. Je vous en prie. Également parmi nous, Djamel Boukrine, journaliste. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et puis également des nôtres via Skype, économiste et enseignant universitaire à Tizi Ouzou, Mohamed Achir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder de votre temps ce soir. Merci à vous. Alors, comme vous l'avez entendu, j'ai évoqué quelques-unes seulement des décisions qui ont été prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Alors, est-ce que vous vous attendiez à de telles décisions? Oui, disons, les choses se sont accélérées, mais on attendait des décisions de type stratégique. Les décisions prises aujourd'hui sont de type de nature stratégique et sont sécuritaire aussi. Sécuritaire, stratégique, plus que sécuritaire. Il y a la dimension sécuritaire. Il y a la dimension surtout sécuritaire suite à une série d'actes criminels, que ce soit les incendies de forêt, que ce soit le meurtre contre M. Djamel Ben Smaïl. Et surtout toutes les provocations et les actes commis surtout par le Maroc en reconnaissant une entité terroriste, le mouvement MAC, et surtout qui visait l'intégrité territoriale et l'unité de l'Algérie. Alors il a visé le cœur et tout ce qui est stratégique en Algérie, l'existence d'un État unitaire, et surtout il a visé à provoquer une sécession au sein de l'État algérien. Donc il a passé à un acte d'hostilité extrême, utilisant des mots peut-être de type diplomatique. Donc presque c'est une déclaration quasi officielle de guerre presque. C'est pas une déclaration de guerre quand même, mais voilà une série d'actes d'hostilité extrême qui a nécessité une prise de décision énergique et stratégique aujourd'hui par le Conseil de sécurité présidé par le président de la République. Donc tous ces faits concourent à presque une maturation d'un diagnostic stratégique qui a nécessité une réponse, disons, stratégique par une série de décisions de type efficace, presque efficace sur le plan stratégique et aussi opérationnel, institutionnel et juridique et aussi diplomatique. Et ça va peut-être provoquer d'autres décisions et une série de décisions et de remaniements dans beaucoup de domaines et surtout tout ce qui est sécuritaire dans la dimension, disons, stratégique et politique. Tout à fait. Alors, Djamel Boukrine. Mais je pense, si vous permettez, je pense que la réaction d'aujourd'hui, enfin le contenu du communiqué, c'est la première salve de l'Algérie. Parce que si on regarde un peu dans le temps, cela fait 46 ans que les relations entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas au beau fixe, depuis 1975. Depuis 1994, les frontières sont fermées. Jusqu'à présent, les communiqués et les déclarations du Maroc sont restés au niveau des mots, en une semaine. Et non des actes. Et nous avons eu droit à 3 tirs pratiquement d'obus sur l'Algérie. Nous avons eu le comportement ou la déclaration
du représentant du Maroc aux Nations Unies. Nous avons eu le scandale de l'affaire d'espionnage de l'entreprise israélienne, Pegasus. parce que Pegasus. Nous avons aussi l'offre d'une tribune. Pour la première fois dans l'histoire, on offre une tribune à une entité, c'est l'entité sioniste, pour s'exprimer à partir d'un pays hôte, le Maroc. C'est son animosité ou son rejet de la politique de la diplomatie algérienne dans la région. Donc aujourd'hui, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une autre réaction de l'Algérie, c'est ce qui serait tout à fait logique. Et la question qu'on devrait se poser, jusqu'où pourrait aller ces nouvelles relations, ce nouveau couple entité sioniste et marzin. C'est la question qu'on devrait se poser chez nous. On peut mettre des hypothèses. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui courir le Maroc? C'est vrai que la réponse algérienne à l'ouverture des frontières a été cette fois-ci assez ferme. Il faut peut-être rappeler que la fermeture des frontières décidée en 1994 a coûté à l'époque déjà au Maroc une perte sèche d'1,2 milliard. Il recevait tous les produits subventionnés algériens et en contrepartie, il nous offrait de la drogue à volonté. C'est-à-dire on avait de la drogue par camion. Qu'est-ce qui a changé aussi? Il y a le soutien des Américains à la diplomatie algérienne dans la région, au Maroc, en Libye et au Mali. Les États-Unis, les Américains soutiennent d'une manière franche nos démarches dans les deux pays. Il y a aussi l'appel du vice-ministre, du vice-secrétaire d'État à la diplomatie américaine, quand il avait dit à partir de Rabat que les États-Unis soutiennent le processus des Nations Unies au Sahara occidental. Ça remet quelque chose, ça remet un peu. Il a aussi appelé à la désignation d'un représentant spécial, de l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région. Je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, le Maroc est mal à l'aise et aujourd'hui il se sent assez fort parce qu'il a un nouvel ami. Il y a un soutien, un véritable soutien. Il a un nouvel ami qui s'appelle l'entité sioniste dans la région. Justement, quelle serait l'implication à venir sur la stabilité de la défense nationale? La défense nationale, si nous arrivons à consolider le front interne, c'est ce qui a été fait d'une manière magistrale par le peuple algérien quand il y a eu les feux de forêt sur lesquels nous devons revenir assez souvent pour analyser comment c'est venu tous ces feux. Est-ce que nous avons fait tout ce qu'il fallait au niveau de la prévention? Parce que c'est vrai qu'il y a la main de l'homme, il y a aussi la canicule, il y a aussi le réchauffement climatique qui interviennent quelque part dans ce qui se passe. Donc au niveau de la prévention. Est-ce que nous avons tout fait? Est-ce que les responsables du secteur ont tout fait pour que nos forêts ne brûlent plus comme avant, ou du moins ne brûlent plus? Chaque année, on perd à peu près 30 000 hectares. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point, parce que cette fois-ci, les feux sont d'origine criminelle. Ça a été organisé, ça a été planifié, et ça avait des dessins, ça avait des objectifs. On voulait par tous les moyens mettre hors de lui le peuple algérien et créer une fissure entre les Algériens, parce que les feux, au début, ils étaient cernés plus ou moins dans une région. Après, ils ont pris de l'ampleur. Ils sont étalés jusqu'aux frontières est. Donc, on a voulu carrément, quand on a les effets de Covid, la sécheresse, les événements s'enchaînent quelque part. Les événements sont enchaînés. On voulait carrément créer une instabilité au niveau national. Et quand on crée une instabilité dans un pays, ce pays ne pourra pas
jouer un rôle sur la scène internationale, parce qu'il sera occupé par ses problèmes. On veut nous occuper par des faux problèmes internes, pour que nous ne puissions plus intervenir dans notre voisinage, notamment au Mali et en Libye, et pour permettre à Israël, qui lui a un plan pour la région. L'entité sioniste, oui, tout à fait. Il a un plan pour la région. Il faut peut-être revenir à l'histoire. Ben Gurion avait écrit en 1947 un discours où il disait que l'État d'Israël ne sera... L'entité sioniste. Voilà. Je le cite, son écrit. Il dit qu'il ne sera en sécurité que lorsqu'il sera entouré d'États croupions. Et c'est ce que veut aujourd'hui créer cette entité. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe dans Esquerre. C'est l'objectif premier de ce qu'on appelait le printemps arabe. Oui. Il fallait morceler les États arabes. Et c'était l'objectif premier de ce qu'on appelait à un moment donné, en 2004, le fameux GMO de George Bush, qui a été plus après revu et corrigé. Et aujourd'hui, les conservateurs américains, plus le mouvement sioniste international, veulent remettre sur le tapis ce projet. Et le Maroc, pour revenir à ce Maroc, qui ne sait pas apparemment ce qu'il fait, il ne sait pas qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. Le RIF, en 1929, était un État indépendant. Aujourd'hui, il veut, en soutenant des mouvements pour demander l'autonomisation, par exemple, pour revenir sur le MAC, il faut le citer, il oublie que chez lui, il a le mouvement du RIF. Qui règle déjà la question du Sahara occidental, qui était un mouvement reconnu par la communauté internationale. Tout à fait. Alors, les enquêtes, Monsieur Ahmed Drinissa, les enquêtes des services de sécurité ont situé responsabilité, donc à savoir 2 organisations qualifiées désormais de terroristes, le MAC et Rached, et on parle pour la première fois d'éradication. C'est la première fois qu'on utilise de manière officielle un terme pareil. C'est un mot qu'on utilise généralement dans le langage sécuritaire. Oui. L'éradication de type, oui, d'un point de vue même juridique, il faut éradiquer des organisations. Juriste. Oui, voilà. de type terroriste. C'est une qualification déjà acquise dans la dernière réunion du Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, et donc ça a permis les actes venant après cette qualification ont confirmé, ils ont donné de la matérialité, des preuves tangibles, surtout pour les gens qui doutaient d'utiliser ces deux entités terroristes et surtout les liens tissés à travers le Makhzen et avec l'appui de l'entité sioniste. Donc c'est une entreprise de déstabilisation de l'Algérie pour mettre de la pression sur l'Algérie. Pourquoi? Pour ses positions de principe. L'Algérie fait de la résilience stratégique. C'est un État pivot dans la région, avec ce redéploiement stratégique et diplomatique, le retour à l'Afrique de l'Algérie, tout ce qui est visé à travers le travail diplomatique, surtout avec M. Lamamra, oui, pour tout ce qui est Afrique et monde arabe, il a conscience qu'il y a une entreprise stratégique de déstabilisation. Surtout, on a presque vassalisé ces 2 entités au profit du Maroc, qui est un sous-traitant de l'entité d'un projet sioniste, en fait. Vu sa position géographique par rapport à l'Algérie. Oui, bien sûr. Il faut voir ça dans un contexte régional géopolitique, oui, qui intègre même le Moyen-Orient. Donc c'est une entreprise de déstabilisation, mettre la pression sur l'Algérie résiliente, qui a une stratégie, qui a des potentialités, qui a des ambitions. C'est le seul État qui a tenu tête, qui a gardé le cap sur tout ce qui est stratégique. Il a gardé sa stabilité interne, sa cohérence nationale, et surtout, il visait cette fois-ci, à travers le MAC surtout, à toucher l'unité nationale,
cette intégrité territoriale chèrement acquis avec Bien sûr, au fil des années, au fil des expériences, des guerres aussi. Il me revient une photo qui m'a été envoyée par WhatsApp d'un mosquée, la mosquée d'un village en Kabylie, Sidi Ahmed, la mosquée de Sidi Ahmed Ben Youssef. Sidi Ahmed Ben Youssef est le saint patron de Miliana. Ça fait des siècles qu'il existait une mosquée en Kabylie du nom de Sidi Ahmed Ben Youssef. Ben Youssef. Oui. Donc voilà le lien spirituel, cette unité profonde de la nation algérienne. Qui, donc, quelque part visée par, oui, bien sûr, par ces organisations. Ça, justement. Et cette entité Rachet, qui est une entité vassalisée, instrumentalisée aussi, elle a une présence. Et surtout, cette fois-ci, on a presque opérationnalisé tout ce qui a été presque une ébauche, une configuration qui existait, qui a été un peu remis sur le rail. Parce que c'était presque des cellules dormantes. On a essayé de déstabiliser l'Algérie depuis longtemps, 2011, 2012, même à l'occasion du Hirak, il y a été un peu instrumentalisé, parfois même noyauté par ces groupuscules terroristes et surtout anti-nationales. Et donc, cette fois-ci, les décisions, pour revenir, c'est des décisions stratégiques vigoureuses, surtout l'éradication, c'est une décision qui montre la détermination de l'État algérien. Donc, surtout l'institution militaire et tous les institutions sécuritaires autour, et avec la mobilisation de la société civile qui a montré une fois de plus, qui a presque d'une façon anticipée, elle a fait tomber ce projet de déstabilisation à travers ce discours de la haine, cette instrumentalisation, comme quoi on va... Et puis cet élan de solidarité sur lequel nous reviendrons avec Mohamed Achir tout à l'heure. Alors, Boukrine, vous voulez dire quelque chose? Justement, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'Algérie est le seul pays de ce qu'on appelait à l'époque le front de refus qui a tenu tête, qui est resté encore debout. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, depuis le retour de l'Algérie sur la scène internationale, et on avait parlé tout à l'heure du Sahel et de la Libye, il y a aussi le rôle qu'elle veut jouer comme médiateur entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, apparemment ne plaise pas à beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette volonté de détruire l'entité algérienne. Et l'élan de solidarité, la cohésion qui a été montrée avec les incendies et l'assassinat macabre du jeune Djemal Ben a été une réponse cinglante du peuple algérien à tous les gens qui pensaient pouvoir diviser facilement les Algériens. Donc, nous ne dirons jamais assez notre besoin et notre salut dans ce moment qu'on doit, par tous les moyens possibles, pérenniser, entretenir, cultiver, et puis nous ne dirons jamais assez au père de ce jeune homme, qui, je profite de l'occasion qui m'est offerte par Canal pour demander aux médias, à la classe politique, à l'État algérien, de tout faire pour le proposer pour un prix Nobel de la paix. Parce que ce bonhomme mérite. Les mots qu'il avait utilisés juste après étaient des mots qui resteront dans l'histoire. Juste après avoir perdu son fils. Très peu d'êtres humains ont cette capacité de transcender un moment de douleur aussi fort que la perte de son fils. Et pour l'Algérien, perdre un fils, c'est pas du tout facile. Et lui, il a eu cette hauteur que très peu, pour ne pas dire d'être exceptionnel, peut-être on en a un tous les siècles,
il a pu le faire. Donc ce bonhomme, moi je pense qu'il mérite amplement un soutien, du moins une candidature pour un prix Nobel de la paix. Ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais nous devons travailler dans ce sens. Le message est lancé, merci à vous. C'est un minimum qu'on puisse faire. Parce que ce bonhomme, il a su éteindre je dirais les feux qui allaient s'allumer un peu partout. Parce que le Covid, les feux qui étaient déjà, le stress, le travail qui a été fait par un certain nombre de mouvements, pas seulement les deux que vous avez cités. Donc, il y a cette... Et puis, quand je regarde ce qui s'est passé à Tezouzou, à l'Arbat, quand je vois des gens instruits, un universitaire, parmi les gens qui ont eu des comportements de monstres, j'ai envie de demander à l'éducation nationale qu'est-ce qu'ils attendent pour réfléchir sur le programme, à l'enseignement supérieur, de réfléchir. Ils ont produit un monstre. Donc il est temps qu'on se regarde tous ensemble dans un miroir et qu'on se dise qu'est-ce qu'il y a de faire pour que nous devenions des hommes et des femmes qui ressembleraient un tant soit peu à ce jeune homme qui a quitté son village, sa ville, pour aller éteindre le feu à 300 km de chez lui, et pour être à l'image, ressembler un tant soit peu à cet homme, le père de Jamal Ben Ismail, qui a eu des mots que très peu d'humains ont eu, pourraient avoir. Des mots très poignants. Nous avons le besoin, c'est un devoir de nous regarder en face et de revoir un certain nombre de dysfonctionnements de la société algérienne. Tout à fait. Plusieurs secteurs, bien sûr. Y compris les forêts. Parce que nous avons un rapport des gens des Nations Unies qui disent attention, vous allez avoir des canicules, vous allez avoir des inondations, vous allez avoir ceci, vous allez avoir... Qu'est-ce que nous avons fait? Débroussailler, ça se faisait avant. Créer des haies, créer des pistes dans des forêts, ça se faisait avant. Est-ce qu'on les fait aujourd'hui? Ah, ça, c'est un autre volet. C'est un autre volet. C'est vrai. Est-ce qu'on fait des campagnes de reboisement comme avant? Non. Avant, c'était les écoliers partaient pour reboiser, pour semer leurs arbres. Des campagnes de reboisement ne tardent pas à arriver. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a aucun... Tous les endroits, toutes les zones. J'ai demandé à plusieurs élèves, à plusieurs enfants, est-ce qu'ils ont été? Ils sont au lycée aujourd'hui, ils n'ont jamais été. Oui, c'est vrai. Alors, nous reviendrons justement sur cette thématique-là. Alors, Ahmed Drenissa, vous qui êtes juriste, quelles sont les procédures que l'Algérie devrait avoir, qu'elle peut utiliser justement pour appuyer sa lutte contre ces organisations terroristes? Le fait d'être qualifié d'organisation terroriste... C'est déjà un premier pas. Oui, bien sûr, c'est déjà ça. Avec des preuves tangibles, il y a l'action de la justice qui va établir des sanctions. Ils vont être jugés selon dans un état de droit avec tous les garanties afférentes. Et surtout, c'est une entreprise donc de diplomatie, et surtout, ils tomberont tous ces deux organisations sous tous les traités, les conventions qui ont été promulguées, surtout par l'Algérie, qui a été à la pointe de la lutte antiterroriste, avec tout ce qui a été fait aux Nations Unies sur les conventions antiterroristes. Elle a été pionnière, et surtout l'Algérie a été victime. Par son passé. Oui, et donc les organisations vont tomber sous cette qualification. Ils vont être jugés, ils vont être pourchassés, suivis même les acolytes qui sont à l'extérieur, qui agissent à travers les masses, les médias sociaux. Donc, il y a une série d'arsenals juridiques, surtout de type international, qui vont être appliqués. Et donc, juridiquement, on est en phase d'opérationnaliser la lutte sur le plan juridique. Il y a une dimension, bien sûr, géostratégique, il y a la dimension diplomatique, et surtout, cette dimension juridique, elle est là. Presque tout est fait sur le plan international pour combattre le terrorisme. Mais je veux revenir sur cette idée d'éradication. C'est surtout l'éradication, elle est
d'abord sécuritaire, et c'est normal, c'est l'action de l'État. L'État est responsable. Il ne faut pas qu'elle soit défaillante. Il est responsable, il va être efficace. C'est sûr, c'est une décision. Et surtout, peut-être, revenir sur l'éradication du type culturel. Comment on est arrivé à là? Comment cette organisation MAC et même Rachid, comment on est arrivé à avoir cette idéologie, cette régression en Kabylie, disons ça? Comment on est arrivé à cette conscience, cette conscience qui veut presque créer un État indépendant sur des motifs fallacieux. Et surtout, ça, c'est l'œuvre, c'est une œuvre de type culturel. Monsieur, mon ami, a parlé de l'école. Bien sûr qu'il faut surtout, et c'est une entreprise ancienne. La thèse colonialiste a été, la thèse des anthropologues coloniaux, des historiens, a été surtout de diviser le peuple algérien. C'était clair. Il a été combattu par le mouvement national, surtout à travers tout ce qu'a dit monsieur l'historien du mouvement national, Sahli Mohamed Chif, a décolonisé l'histoire. Décoloniser l'histoire. C'est tout ça. C'est à travers. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les travaux des Français, surtout les colonialistes, l'orientalisme colonial a œuvré pendant longtemps à façonner l'Algérie, son histoire, son peuple. Et là, essayé de diviser, de créer cette déchirure, cette discrimination entre Arabes et Kabyles, surtout Kabyles, c'est ça. C'est-à-dire ils ont investi énormément et ces thèses bidons, disons, a été reliée par des Algériens et le résultat politique, c'est cet extrémisme, cette radicalité de type. Et ça a trahi tout le combat pour l'identité berbère, qui était culturel, n'était pas culturaliste. Il a été nationaliste et national, n'a jamais été régionaliste, n'a jamais été les colons au sein du PPA en 1949, n'a pas demandé une refonte, il a demandé une reconnaissance d'une dimension qui existe. C'est une dimension nationale, nationaliste, n'était pas ni régionaliste, ni indépendantiste, ni raciste. C'est que on a parlé d'unité nationale. Oui, donc ce socle existe. Le combat doit continuer sur le plan culturel, dans l'école, dans les médias, dans le discours, parce que ce discours, il existe. On a créé des monstres. Voilà. Et ils ont passé à l'acte. Voilà, c'est des gens, des simplistes, voilà, des gens presque manipulés, asservis. J'ai envie de dire que ce sont aussi des gens faibles. Mais quand même, il y a une régression. Donc, c'est une brèche à colmater. Et surtout, c'est une entreprise de refonte, de revoir. Pourquoi? Parce que les gens utilisent l'histoire, utilisent l'ethnie, utilisent beaucoup de données. Et sur ce socle vient se greffer toute l'entreprise sioniste. Oui, tout à fait. Juste un petit détail. À la guerre, on utilise tous les moyens. Il n'y a pas d'exception. Et justement, si on ne veut pas, si on veut s'en sortir, si on veut avancer, nous ne devons laisser aucune brèche ouverte à quiconque. Oui. L'école, on doit la réformer. Il est temps que l'école forme des citoyens et forme des gens et encourage la connaissance. Il est temps que la mosquée joue son rôle. La preuve, c'est pour ça que je disais que le bonhomme enseignant des sciences islamiques qui se retrouve, c'est pas pour jeter l'opprobre sur tout le monde, mais lui, c'est un symbole. Il est là pour, il est censé donner, enseigner la morale, enseigner le bon comportement aux élèves. Et voilà le comportement dont il était capable. On va sûrement pas en faire une généralité, bien sûr. C'est pas je sais pas le problème, mais c'est-à-dire qu'on ne doit pas. Il est aussi temps
que nous mettions au travail. Regardons, on a eu le corona. Pour tout, il fallait importer. On a eu les feux de forêt. On a reçu des aides. Comme tous les autres pays, la Grèce, comme tous les la autres Turquie, pays, c'est vrai. Forcément. Mais il est temps que nous arrivions, que nous prenions en charge par tous les moyens. Oui. La décision qui vient d'être prise aujourd'hui, oui, l'achat de 6 avions, ça rentre un peu dans le cadre de l'autonomie et ensuite de la souveraineté nationale. Oui. Donc il est temps que nous mettions au travail pour construire un État digne de l'élan national que nous avons vu la dernière fois, que nous avons dont a fait preuve la société civile. Qui a émergé avec le Hirak depuis février 2019. Nous avons vu cet élan, cette solidarité, cette nouvelle Algérie que nous voulons et à laquelle nous aspirons. Et qui se construit. Elle est en train de se construire. Alors, et il nous appartient. Monsieur Boukrine, on va juste joindre justement à Tizi Ouzou, l'économiste, l'enseignant universitaire Mohamed Hachi. Vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Parfait, parfait. Alors justement, le président de la République a parlé d'unité nationale. Alors c'est vrai que qui se démontre de par les mots, mais aussi de par les actes. Oui, effectivement, l'unité nationale est plus que jamais menacée par des guerres non conventionnelles. L'unité nationale est ciblée, ça fait longtemps, et c'est pourquoi nous devons construire encore plus de capacités de résilience pour préserver cette unité nationale, préserver la paix civile, préserver la stabilité du pays et continuer justement le parachèvement de la construction d'un État national fort, souverain et un État de droit. Aujourd'hui, nous devons effectivement construire plusieurs consensus au niveau national pour pouvoir faire face et en un seul corps à ces menaces qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi avec la complicité de certains partis à l'intérieur. Fort heureusement, nous avons un État qui a des institutions, nous avons quand même un État qui est résilient, et cela grâce aussi à l'armée nationale populaire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une stratégie diabolique consistant à créer un fossé, à créer une séparation, ou bien à rendre la relation conflictuelle entre le peuple et son armée. Et ça, c'est très dangereux. Et fort heureusement que nous ne parviendrons pas justement à diviser le peuple avec son État et à diviser aussi les Algériens. Donc nous devons faire attention par rapport à ces mouvements aussi extrémistes qui menacent la stabilité du pays et l'unité nationale, éradiquer toutes les menaces, en fait, éradiquer même les discours qui cultivent la haine entre les Algériens, tous les discours qui viennent de partout, parce qu'il y a un travail à faire contre ces discours, contre ces idéologies extrémistes, mais qui sont surtout téléguidées par des forces occultes à l'étranger, de l'étranger. Donc voilà, il faut éradiquer, et en même temps, je crois qu'il faut déradicaliser aussi certaines choses. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire, de sensibilisation, et revenir toujours aux fondamentaux et aux pères fondateurs de la nation algérienne, parce que nous avons un peuple d'un État-nation, c'est un peuple uni, c'est un peuple solidaire. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à des crises ou à des tragédies. Le peuple algérien a toujours fait preuve de son unité, de sa solidarité, de son humanisme et de sa générosité. Et ça se faisait d'une manière spontanée. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous devons continuer encore à construire les socles de notre État. La guerre de libération nationale a été justement l'un des meilleurs socles fédérateurs de l'État et du peuple algérien. Parce que la guerre de libération et le déclenchement du 1er novembre au niveau de tout le territoire national a marqué justement le lancement de ce processus d'unification de l'Algérie contre le colonialisme français. Et c'est ça qui doit continuer encore à marquer la construction
de l'État-nation en Algérie, c'est-à-dire garder cet État-nation uni, solidaire et faire face à des menaces. Parce que les menaces, ils sont actuellement, avec la mondialisation néolibérale, il y a un processus d'émiettement des États souverains. C'est d'ailleurs la différence entre l'Algérie et le Maroc, il est là. Il y a une différence de taille. L'Algérie, c'est un pays souverain, c'est un État souverain. Il n'est pas soumis à des ordres ou à des visites de lobbying internationaux ou même à certaines puissances étrangères. L'Algérie est très jalouse de sa souveraineté parce qu'elle a arraché son indépendance. Et c'est un processus, 1,5 million de shahids, il y a un tribut payé pour l'indépendance de notre pays, pour la souveraineté de l'Algérie. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours jeunes de notre souveraineté, de notre unité. Alors que pour certains pays, ils ne sont pas dans ce choix de souveraineté, de l'État souverain, et ce choix aussi de jouer un rôle pivot en Afrique et même en Méditerranée. Donc voilà un peu la différence. Donc il y a tout un travail à continuer à faire pour pouvoir justement construire un véritable front de l'intérieur qui fera face à toutes les menaces, même les menaces économiques, la dépendance économique aussi. Et il faut la dépasser, surtout par l'affranchissement de notre économie et de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, construire une économie diversifiée, une économie résiliente et une économie capable justement de créer du progrès social pour tout le peuple algérien. Tout à fait. Et puis, M. Achir, permettez-moi de signaler aussi, quand on voit les différents corps constitués, à savoir la protection civile, la direction générale des forêts et l'armée nationale populaire, travailler main dans la main et aider bien sûr de la société civile, c'est quand même un signe de la solidité de la patrie face aux agressions étrangères de toute nature. Effectivement, moi j'ai écrit un post récemment dans lequel j'ai rendu hommage à la mobilisation citoyenne face à ces feux de forêt ravageurs et criminels, mais aussi j'ai souligné justement comment que les citoyennes et les citoyens ont fait un seul corps avec les institutions de l'État, avec les services de l'État, les services de la protection civile, la forêt, l'armée, avec l'armée, l'ANP, donc avec aussi les collectivités locales qui n'ont pas ménagé aucun effort, que ce soit l'appui, les APC, et tout ça, c'est des institutions de l'État qui se sont mobilisées dès les premiers départs ou bien déclenchement des feux. Et ça, on a vu le peuple avec l'armée, avec la protection civile, avec les services des forêts, avec tout le monde, face au front de ces feux. Et ça montre justement cette cohésion nationale et ça montre aussi cette solidarité peuple et institutions de l'État. Et par contre, j'ai vu certains organes de presse étrangers sur la une qui mettaient des titres un peu provocateurs. Le peuple seul face au feu, le peuple abandonné, etc. Alors que c'est fou, les services de l'État étaient là. Moi, j'étais au front de ces feux-là. Il y avait la protection civile, d'ailleurs, je rends un grand hommage au service de la protection civile, aux forêts également, et à tous les éléments de l'ANP aussi qui ont participé pour faire face à ces feux. Donc, il y a justement, on a vu dans cette presse étrangère et certains aussi réseaux sociaux qui utilisent un peu les réseaux sociaux pour montrer que le peuple algérien a été abandonné seul face à ces feux ravageurs, alors que c'est faux. Donc voilà l'une des guerres non conventionnelles, parce que nous sommes face à des guerres non conventionnelles. Et ces guerres non conventionnelles, c'est-à-dire des techniques et des stratégies dangereuses et diversifiées. Nous sommes attaqués par des réseaux sociaux, par justement la désinformation et par la création de situations de confusion totale. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un travail aussi qu'il faut surveiller, un travail des ONG aussi, qui fait un travail un peu douteux dans certains cas. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des vides qu'on utilise pour pouvoir manipuler des partis, certains partis, et pour pouvoir justement faire passer des messages dangereux dans la société. Donc, ces guerres non conventionnelles, et le printemps arabe d'ailleurs,
bon, je dirais le séisme arabe, fait partie de ces plans d'émiettement des États et de créer des fissures entre le peuple et les institutions de l'État. Et après, donc on se dirige vers même, ils se donnent, ces organisations internationales, même certaines puissances étrangères, se donnent ce droit d'ingérence dans des États souverains. Donc, et on est, et ce devoir, et se donne le devoir d'ingérence, ou bien un droit d'ingérence dans des États souverains, et ce devoir a fait bien sûr son chemin dans certains pays qu'on a détruits carrément. Donc voilà, c'est des menaces très importantes et nous devons encore construire nos capacités de résilience. Donc je suis tout à fait d'accord avec nos amis sur le plateau qui parlaient de l'école. Justement, l'école, c'est très important, mais aussi une économie résiliente, c'est très très important. Nous devons construire une économie nationale, diversifiée, résiliente et un État social, c'est-à-dire il faut toujours continuer avec l'État social, avec la justice sociale, pour plus de cohésion sociale et pour plus de solidarité nationale. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Achille, que le chef de l'État a salué justement cet élan de solidarité, ce fabuleux élan de solidarité dont nous parlions tout à l'heure, celui des Algériens, en ces temps durs. Et pour un président, c'est un sacré soutien d'avoir toute une société civile qui s'organise. Oui, justement, la Constitution a constitutionnalisé la société civile. Mais la société civile est là aussi, hein, c'est-à-dire cette réaction spontanée de la solidarité du peuple algérien. Je l'ai dit tout à l'heure que ça vient même historiquement du mouvement national et de la guerre de libération nationale. Nous avons vu qu'en 1954, comment toute l'Algérie s'est mobilisée contre le colonialisme français et avec l'immigration, notre communauté à l'étranger, ça, c'est-à-dire c'est indétrônable. On ne peut pas casser tout un processus cumulatif, c'est des constructions socio-historiques de notre société qui font en peuple algérien un seul peuple, un peuple uni. Et la solidarité, elle est aussi dans nos valeurs. Nous avons une société, nous avons un peuple solidaire. Nous sommes une société de réciprocitaire, nous sommes une société de dons et contre-dons, nous sommes une société qui a les valeurs de l'islam, qui sont des valeurs de solidarité et de fraternité. Donc tout ça, il est encore là et c'est une résilience pour notre pays et pour notre État, mais nous devons encore, surtout la société civile, la Constitution maintenant elle l'a constitutionnalisée, donc nous devons lui donner encore une loi organique qui va lui faciliter encore son organisation, qui va lui faciliter son développement, parce que la société civile est un pilier aussi de l'État et doit être un soutien et un pilier de l'État et de son développement. Donc nous devons mettre le paquet non seulement sur les types formels juridiques de la société civile, mais aussi nous avons une société solidaire traditionnelle qu'il faudrait peut-être institutionnaliser et lui donner un cadre juridique adéquat pour pouvoir travailler dans les lois de la République et pour pouvoir travailler aussi avec les institutions de l'État et contribuer au développement national et à la cohésion nationale. Tout à fait. Alors Mohamed Achille, vous restez avec nous, nous allons revenir vers vous dans quelques minutes. Alors Boukline, justement, maturité, éveil de tout un peuple, ça vous parle? Justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, parce que notre ami de Tizi a parlé des réseaux sociaux et de la presse étrangère manipulés, qui voulaient plus ou moins orienter les choses à l'intérieur, du moins leur donner un sens tel qu'ils le voulaient, tel qu'ils le désiraient, tel qu'on leur a demandé de le faire. Donc c'est pour dire aujourd'hui la nécessité de construire un front interne et dans la dimension communication. Nous avons un retard au niveau, au niveau numérique, tout le monde le sait. Nous avons une presse qui vaut ce qu'elle vaut. Nous avons 36 000 chaînes offshore. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à une politique de communication qui tendrait à former le citoyen algérien, qui tendrait à défendre les intérêts de l'Algérie, de la souveraineté nationale, qui tendrait à construire et à accompagner cette Algérie nouvelle qui se fait, cette construction d'un État national
qui est en train donc, de pousser ces dernières années, enfin, depuis quelque temps, donc à consolider, si vous voulez, l'Algérie que nous voulons, et parce que nous n'avons pas à aller, à la différence de certains. Pour revenir justement à cette maturité, là, nous avons montré une certaine maturité avec l'élan. Nous avons le devoir de continuer et d'être à la hauteur donc, de cet élan qui s'est exprimé donc, juste après les incendies. C'était un élan qui était national, juste cet élan s'est exprimé même bien avant les feux, quand il y a eu le Covid, quand on avait des opérateurs économiques offrir à des wilayas des concentrateurs d'oxygène. Donc, cette Algérie plurielle, cette Algérie unie, ce peuple algérien existe, a existé, existe et existera, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. À peu près, même de notre communauté à l'étranger, comme l'a dit. Et nous, sur la communauté algérienne à l'étranger, elle a déjà démontré durant le mouvement national. Juste pour l'histoire, il faut peut-être savoir, parce que nous avons une manière d'appréhender notre histoire qui n'est pas nécessairement la meilleure. Durant le mouvement national, durant la guerre de libération, la prise en charge financière de la guerre du mouvement national a été assurée, contrairement à tout ce qui se disait, tout ce qui s'écrit ailleurs et ici ailleurs, 90% des besoins financiers du mouvement national étaient pris en charge par la communauté, par l'immigration algérienne à l'époque en France. Donc, si vous voulez que l'Algérien, qu'il soit ici ou ailleurs, reste un Algérien, reste quelqu'un qui est viscéralement rattaché à sa terre. Et concerné par tous les maux qui touchent notre pays, bien sûr. Nous sommes tous concernés. Alors, monsieur, donc vous êtes juriste. Alors, juste pour revenir à l'aspect judiciaire de toutes les décisions qui ont été prises par le président de la République, sur quel mécanisme l'Algérie peut quelque part s'appuyer pour faire triompher la justice aujourd'hui? D'abord, le travail des juridictions, il va se faire. Rapidement, oui. Bon, on est en phase d'instruction préliminaire. Ça va passer à une instruction judiciaire avec toutes les garanties, même pour les criminels. Oui. Et donc, en phase, ça peut-être va nécessiter la collaboration des étrangers. Il y a des traités, il y a des conventions d'entraide judiciaire, il y a les... Et pour que ces organisations ne puissent plus trouver abri, aide, soutien auprès de certains pays. Ces ONG qui sont parfois mal conseillés, parfois instrumentalisés, n'arrivent pas à connaître la réalité. Pour moi, il faut aller à ces ONG, il faut les faire venir en Algérie pour voir, te viser que voilà l'Algérie algérienne, l'Algérie de toujours. Voilà. Pourquoi? Parce que cette instrumentalisation, ces idées, ils sont nourris par les partis internes qui sont des opposants radicaux, des organisations comme le MAC et le Rached qui visent à instrumentaliser, donner des informations presque fausses. Et donc, il faut qu'on aille vers ces ONG, il faut les faire venir dans la transparence. Voilà l'Algérie algérienne, l'Algérie de tous les jours, l'Algérie réelle, l'Algérie des Algériens. Et comme ça, dans la transparence, on peut les faire taire et les faire toucher par le doigt la réalité algérienne, tout ce qui fait l'État algérien, tous les acquis sociaux, les acquis nationaux. L'Algérie, c'est un État pivot, l'Algérie n'est pas un État. Pourquoi? Parce que l'image, c'est une question d'image. Et donc, la communication, il faut être agressif sur le plan de la communication. On n'est pas agressif, on est sur le défensif. Il faut aller à l'offensif. Il faut organiser, il faut être ouvert, il faut être... entrepreneur. Oui, justement, sur le plan de la communication, que ce soit sur le mass média ou les trucs sociaux, les réseaux sociaux, il faut avoir une stratégie, concertée entre tous les acteurs institutionnels, société civile,
journalistes, tous les secteurs pour aller en avant de cette entreprise. Et pourquoi? Parce que l'action judiciaire va se déployer, ça va avoir des prolongements internationaux, c'est normal, pour l'extradition des gens qui ont peut-être participé. On va pas avancer des hypothèses qui ne sont pas peut-être... on n'a pas tous les données, mais voilà la communication qui doit être agressive et proactive. Alors, brièvement, donner la parole à M. Achir. En deux mots. Oui, dites-moi. En deux mots. Je pense qu'il est temps que l'Algérie appelle, demande à toutes ces ONG qui, pour un oui ou pour un non, s'empressent de faire des communiqués, des déclarations incendiaires sur l'Algérie, qu'elles viennent, qu'elles voient les brasiers, qu'elles voient les morts, qu'elles parlent avec les gens qui ont été victimes donc de ce qui s'est passé, de ces feux. Et puis, il est temps aussi que nous, Algériens, demandions aux autres Algériens qui ont l'habitude de s'exprimer pour un oui ou pour un non en Algérie, nous ne les avons pas encore entendus. Je ne citerai pas de nom, mais nous avons des gens des droits de l'homme, nous avons des avocats, nous avons des chefs de parti qui avaient l'habitude, pour un oui ou pour un non, de faire des lives. Ils sont où? De donner leur opinion. La question que je leur pose, ils sont où dans ce qui est en train de se passer en Algérie, dans ce qui s'est passé en Kabylie notamment? Tout à fait. Ils sont où, ces gens-là? Sans donner de nom, mais nous sommes habitués à un certain nombre de visages sur Facebook. On ne voit plus depuis quelque temps. Ils sont aux abonnés absents. Est-ce qu'ils attendent, je pose la question, est-ce qu'ils attendent des instructions pour parler? Peut-être, on le verra très prochainement, je pense. Mohamed Dahachi, vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, on aimerait savoir, à l'avenir, est-ce que ces malheureux, tous ces événements malheureux vont changer radicalement notre politique étrangère ou pas? Vu toutes les décisions qui ont été prises. Oui, de toute façon, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui maîtrise très bien les rouages de la diplomatie, que ce soit au niveau international ou au niveau de l'Afrique. Et d'ailleurs, elle a dit que les relations sont anormales entre l'Algérie et le Maroc, mais les relations sont exemplaires entre les deux peuples. Donc, et là, de faire, c'est-à-dire de la mesure dans ces déclarations diplomatiques. Et maintenant, l'Algérie, c'est un pays quand même qui a le potentiel de devenir un véritable pays émergent. Effectivement, il est nécessaire de redéfinir la stratégie des affaires étrangères de notre pays et de connaître mieux nos amis et nos intérêts au niveau mondial, parce que nous sommes dans une mondialisation néolibérale qui vise carrément à émietter des États avec des guerres non conventionnelles et qui vise à dissiper ou bien à spolier les richesses, à dépisser ou spolier les richesses des territoires riches aux ressources naturelles. C'est pour cette raison qu'il faut une dynamique pour notre politique étrangère, je ne m'en doute pas par rapport aux compétences de la Madara, mais il faut accompagner la diplomatie étrangère avec une force intérieure. La force intérieure doit être une force d'abord de cohésion nationale, de stabilité du pays, et une force économique aussi. Il faut des réformes économiques qui vont donner de la force à nos positions à l'international et qui nous permettront, une force économique qui nous permettra justement de préserver nos positions de principe par rapport à certaines causes internationales et par rapport aux causes de principe. Et c'est ça qui fait déranger beaucoup de pays dans le monde et certains pays aussi, alors que certains pays sont réduits à des porte-avions, c'est-à-dire ils sont la croix de transmission des intérêts des puissances étrangères néocoloniales. Donc nous devons, moi je vois l'approche, c'est de renforcer notre front de l'intérieur, de construire une grande économie résiliente, diversifiée, pour ne pas être dépendant justement dans les situations de crise de l'étranger,
et surtout maintenant l'enjeu, c'est d'y aller vers le numérique et la sécurité informatique, parce que c'est l'une des guerres maintenant de 4e génération, c'est les guerres informatiques. Donc tous ces enjeux-là, tous ces défis-là, nous devons les relever. Mais sinon, nous avons une tradition diplomatique qui a une histoire, qui a donné, c'est-à-dire qui est reconnue sur la scène internationale. Mais je redis que notre économie doit être une économie diversifiée, une économie de création de richesses, une économie d'innovation, et nous avons tout le potentiel pour c'est-à-dire intégrer même le club des BRICS, la Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine. Nous avons ce potentiel, surtout notre position stratégique au niveau de l'Afrique, et c'est des ambitions qu'il faut tracer pour notre pays. Et c'est cette position stratégique justement qui dérange certains pays. Effectivement, cette position au niveau de l'Afrique, un pays pivot au niveau de l'Afrique, en Méditerranée, dérange. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que les pays qui sont jaloux par rapport à leur souveraineté sont menacés par des ONG. Je me rappelle d'un texte que j'ai lu ça fait longtemps, qui citait Chavez, Hugo Chavez, qui parlait des ONG, en disant que les ONG sont plus dangereuses que le nucléaire. Et donc, c'est là, justement, il faut une intelligence de riposte par rapport à ces ONG. Comment construire notre souveraineté? Comment ne pas leur donner, justement, de l'occasion pour nous attaquer par rapport aux questions des droits de l'homme? Il faut rappeler juste quelques mois que le Parlement européen citait même des minorités ethniques en Algérie en qualifiant les Kabyles d'une minorité ethnique, c'est-à-dire un peu exclue du pays. Voilà un peu. Mais tout ça, ça vient aussi des rapports de certains ONG. Et moi, je dirais, bien sûr, la démocratie est plus que nécessaire justement pour déjouer tous ces complots qui viennent des organisations non gouvernementales et de ceux qui cultivent justement actuellement dans ces guerres non conventionnelles le droit d'ingérence internationale. Et c'est-à-dire, pour eux, la protection des droits de l'homme est un devoir maintenant de certaines puissances, donc ils se donnent le droit d'ingérence dans des pays. Donc nous ne devons pas laisser ces fissures, ces vides, et nous devons justement souder et consolider notre pays, un état de droit, plus de démocratie et une société civile forte. Nous devons cette société civile, il faut l'autonomiser au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire de lui donner tous les moyens nécessaires pour qu'il ne soit pas à la merci de quelques miettes de subventions d'organisations internationales ou même de certaines ambassades, etc. Donc voilà un peu des stratégies à faire. Et c'est tout un travail qu'il faut développer et qui doit se faire avec le consensus national et autour de l'unité nationale, autour de l'Algérie unie et indivisible, et autour aussi d'un peuple solidaire et uni. C'est des constantes nationales qu'il faut défendre. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'ils veulent créer des fissures et des divisions entre le peuple et ses institutions, notamment l'ANP. Donc il faut une politique de communication professionnelle et intelligente pour pouvoir déjouer ce genre d'attaque et pouvoir justement consolider notre État et construire un État fort et un État national tel que rêvé par les pères fondateurs de la nation algérienne. Merci Mohamed Haché. Eh bien, on retiendra de vos propos la conservation de cette Algérie unie et indivisible. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et maître de conférences, enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bien, c'est la fin de cette émission. On remercie également nos deux autres invités ici présents sur le plateau de Canal Algérie, Djamel Boukrine. Merci, vous êtes journaliste. Merci d'avoir été avec nous ce soir, ainsi que Ahmed Trinissa. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste et également enseignant de droit public à l'université. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée à cette réunion exceptionnelle du Haut Conseil de sécurité, durant laquelle plusieurs points ont été abordés, plusieurs décisions importantes et historiques ont été prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des points sur lesquels nous reviendrons bien sûr durant toutes nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, à très vite.